bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Bienvenue sur Courrier de l'entrepreneur avec Tinel Academy. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, il y a un courrier d'un entrepreneur, d'une personne qui aspire à l'entrepreneuriat, d'un étudiant, de personnes même qui travaillent dans la fonction publique, peu importe, mais des personnes qui aspirent à l'entrepreneuriat, des personnes qui ont des préoccupations, des personnes qui veulent partager, avec qui je dois partager mon expérience. C'est juste un début de solution que j'apporte. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la connaissance entière, mais je pense que ce sont des personnes qui veulent bénéficier de l'expérience que j'ai en tant qu'entrepreneur. Alors aujourd'hui, on a un courrier, Tinel Academy. C'est fermé, c'est scellé. C'est tout petit, je pensais que c'était de l'argent quand on me l'a apporté. Mais on me dit que non, c'est un courrier qui est là, destiné à l'aide courrier d'entrepreneur. Donc, je vais l'ouvrir en même temps que vous, on va le découvrir ensemble. J'ai déchiré, hein, c'est tellement scellé. Alors, il est tout petit. Je pense qu'il a certainement résumé ce qui est à l'intérieur. Et on va partager le contenu ensemble. Je lis. Bonjour madame, je me nomme Claude Niawe Kimi. Je suis étudiant en deuxième année de BTS option communication visuelle. Je voudrais connaître les bases pour être un bon entrepreneur. Aussi, comment trouver le projet qui convient sur le marché et comment évaluer le budget minimum pour un projet. Je précise que je suis dans le digital, passionné du digital, et je voudrais un projet de vente en ligne. Voilà, c'est tout ce qui a été dit. C'est synthétisé, mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Alors, Claude Niawe, je vais t'appeler Claude. Claude, il y a beaucoup de questions qui se retrouvent dans ce courrier. La première, c'est les bases pour être un bon entrepreneur. Alors, il y a beaucoup de caractéristiques pour déterminer un entrepreneur. Beaucoup de caractéristiques qui vont dire qui est un bon entrepreneur, qui ne l'est pas. On te parlera de la détermination. On te parlera du sens de l'écoute. On te parlera du sens, du goût du risque. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui prend des risques. On se jette comme ça sans savoir. On te parlera de beaucoup d'autres caractères, de beaucoup de valeurs. On te parlera de l'humilité. Il faut être suffisamment humble. Ça, c'est très important parce que si tu n'es pas assez humble, tu ne voudras pas apprendre de tes collaborateurs. C'est assez difficile, surtout pour les patrons. Demander à son employé de te montrer, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de valeurs qu'on doit pouvoir développer en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir réseauter, il faut savoir demander, il y a beaucoup de choses. Mais un élément important qui m'a servi et que je veux partager avec toi, c'est d'avoir le sens de l'observation. Il faut observer, il faut regarder quels sont les besoins autour de toi. Il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. Sinon, on n'apporte rien. On vient juste ajouter à ce qui existe déjà. Quand on essaie d'entreprendre, mais surtout on essaie d'innover, et que tu me dis que tu es passionné du digital et tout ça, on doit pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et puis apporter quelque chose. Tu es étudiant, ça veut dire que tu es toujours en train d'apprendre, tu es toujours à la quête de la recherche, de la perfection, et tu veux vraiment faire quelque chose de bien. En communication visuelle. Donc pour moi, ce que je vais te dire, ce sur quoi il faut focuser, c'est surtout le sens de l'observation. Regarde autour de toi, ton entourage, l'environnement. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose où toi tu peux apporter, ne serait-ce qu'un début de solution? C'est ce que je pourrais te dire. Si oui, c'est déjà bon pour moi, c'est déjà une des bases. Au-delà de toutes les bases qu'il y a déjà, toutes les caractéristiques que je t'ai citées, notamment la détermination, le goût du risque, tout ce qu'il n'y a pas derrière. L'envie d'innover, l'envie de transformer les choses, l'envie d'impacter, l'envie d'apporter quelque chose de nouveau, l'envie de participer même au développement d'un pays, d'une région, envie de laisser son empreinte aussi, c'est important. Quoi qu'on peut laisser son empreinte en travaillant en fonction publique, en travaillant dans une entreprise et autres. Mais ça, c'est quelque chose que je te dis. L'autre question que j'ai vue dedans, c'est comment trouver un bon projet qui convient sur le marché. Ça rentre toujours dans la même chose. Le sens de l'observation, celui de connaître les besoins auxquels tu vas pouvoir répondre, auxquels tu vas pouvoir apporter des solutions.
quel est le problème que tu veux résoudre. Quand tu regardes autour de toi, à gauche, à droite, tu regardes derrière toi, tu te remémores les échanges que les gens autour de toi, que ce soit dans ta maison, que ce soit parmi tes collaborateurs, que ce soit au village. Quand tu résumes tout ça, il y a un besoin, forcément. Je me souviens de la première fois où j'ai voulu entreprendre, j'étais sur la fac, une faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny, et je regardais tous les gens, les étudiants en amphi, on était nombreux en amphi. Et je me suis demandé, est-ce que nous tous, on pourra nous embaucher? On veut tous aller passer le concours de l'ENA. On veut tous rentrer en entreprise, parce que moi j'ai fait droit carrière entreprise. On se demande, est-ce que nous tous, on va nous embaucher? Est-ce que c'est certain? Non, il faut que j'essaie de voir quel est le problème. Et quand on réfléchissait, je me suis dit, pourquoi moi je veux entreprendre? Je veux entreprendre parce que si au moins je peux enlever une personne dans le chômage, parce que toutes ces personnes que je peux donner, ne serait-ce qu'un emploi à une personne ici, ça sera à lui que je vais apporter satisfaction. Donc je vais sortir, mais c'est toute une famille derrière que je vais pouvoir aider. C'était ça. Et en ce moment, on réfléchissait, j'étais avec une amie, on pensait à tellement de projets. On avait pensé on faisait partie des premières personnes sur la fac à avoir pensé à la publicité sur les rouleaux des tickets de caisse. Parce qu'on s'est dit, oui, les gens font des publicités. Est-ce que quand on marche là, on lève la tête, on regarde? On ne regarde pas forcément, mais sur les publicités des tickets, tu vois, c'est un contact direct, 100% direct. C'est-à-dire que l'annonceur même te remet dans la main. Puis on se demandait comment le gars va faire pour pouvoir conserver les rouleaux de caisse là dans sa main. Tout le monde, quand on te donne à la caisse, tu jettes. Et si on faisait des bonus, qui est des bonus dessus, quand tu les gardes, tu les collectes. Et ça, c'est une histoire depuis 2002-2000. Mais bon, en son temps, on n'était pas suffisamment lourd financièrement, on n'avait pas. Et quand on allait présenter à quelqu'un qui nous a doublé, qui allait voir avec quelqu'un d'autre, parce qu'on pensait au final à une franchise, mais bon, on a été doublé au final. Mais c'est pour dire que déjà là, on avait déjà commencé à penser à des problèmes. C'est cet aspect-là que je veux que tu regardes. On avait regardé autour de nous, puis on avait regardé, on s'est rendu compte qu'il y a une difficulté quelque part. Il y a un problème. Les gens veulent communiquer. Les gens marchent avec leurs problèmes, ils ne lèvent pas la tête pour regarder les affichages 12 mètres carrés. Facebook, les réseaux sociaux, ce n'était pas aussi vulgarisé pour qu'on puisse aller faire une communication pour poster quelque chose d'assez extraordinaire dessus. Donc voilà comment est-ce que nous on a pu faire. On va arriver à ce que tu dis, mais j'oriente là pour que tu comprennes qu'on est parti des difficultés qu'il y avait. Toi, dans ton cas d'espèce, comment trouver le bon projet? Tu es dans le digital, tu es dans la communication. Et tu dis quelque part un peu plus bas que tu veux un projet de vente en ligne. Donc, vente en ligne, ça veut dire que tu veux me parler d'Injumia, sans toutefois faire de la publicité, d'Injumia, tu veux me parler de, comment on appelle ça, il y a Alibaba, il y a Amazon, il y a Free Market, il y a plein de ventes en ligne. Mais moi, je vais te demander, par exemple, aujourd'hui, avec la crise qu'il y a eu, la crise sanitaire qu'on a tous connue, on était coupé du monde, il y avait beaucoup de choses, les gens n'arrivent pas à écouler leur production, leurs marchandises. Est-ce que tu n'as pas pensé en ce moment à avoir une plateforme de vente en ligne qui va venir vendre les productions locales? Des parents au village, même dans l'environnement à Abidjan, nos parents, on était coupés. Comment vendre ta production là-bas? Comment est-ce que tu peux vendre ta production les bananes? On va mettre 2 ou 3 bananes là-dessus et puis vendre pour montrer qu'on vend là-bas. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Il ne faut pas penser seulement que les ventes en ligne, c'est vendre des vêtements, c'est vendre des bijoux. Il n'y a pas que ça en vente en ligne. Il y a les productions locales également. On a de la matière première. Est-ce que tu as pensé à aller vendre en ligne les beurres de karité de nos mamans, de vendre les feuilles de bissap? Les gens négligent. Mais la diaspora veut forcément acheter les feuilles de bissap. Quand tu t'en vas, un verre de bissap comme ça, on te dit 1000 francs, 1500. Alors que le seul, et je te dis 1000 francs en jus transformé, alors que on cherche encore ces feuilles, on n'en trouve pas. Nos acmis ici, qu'on ne trouve pas. Est-ce que tu ne peux pas faire un truc, quelque chose comme ça? Est-ce que même on ne peut pas déjà vendre depuis la plantation de la maman? Ça aussi, c'est une vente en ligne. Mais je pense qu'il y en a plusieurs de ce sens. Et là, pendant que je te parle, ce n'est pas préparé, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Et je me dis,
Si tu veux faire de la vente en ligne, tu veux innover, tu es dans le numérique, tu es dans le digital. Nous sommes en pleine année scolaire, mais on est au milieu du deuxième trimestre, donc on va aller bientôt dans les vacances scolaires. Et après les vacances, ce serait la rentrée, et les parents sont confrontés à une difficulté, les fournitures scolaires. Je ne te dis pas d'aller faire une librairie là en même temps. Je te parle d'autre chose, carrément autre chose. Regarde là où je t'envoie. J'ai mon fils qui est en TC, qui va finir. Et moi, j'ai encore avec moi ces livres depuis la seconde. Donc, seconde C, première C, et j'aurai TC et il va aller à l'université. On dit d'aller vendre par moment dans les librairies par terre. Et pourtant, quand tu pars, ils te vendent à des villes, c'est-à-dire à un prix même, toi-même tu es découragé. Parce qu'un livre auquel tu as payé, un livre que tu as payé à 5 000, tu vas aller forcément peut-être le retrouver à... Il va te dire 1 000 francs. Parce qu'il va te dire non, je vais reconditionner tout et tout. Alors que par moment, c'est reconditionné. On a des sites comme, sans faire de la publicité, Vinted, on voit, on dit tu achètes, tu prends des photos, tu vois. Mais tu pourrais faire pareil. Moi, c'est quelque chose qui me vient comme ça à la tête. C'est pas préparé, tout de suite ça me vient, mais ça te donne toi. En fait, je vais te donner juste des pistes pour que tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux faire comme vente en ligne. Imagine un peu. Alors, il me faut trouver un livre quelque part. Ben, écoute, je prends ma Bible. C'est aussi un livre, mais je prends ma Bible. Tu vois un truc comme ça que je prends en photo et que je mets. Pour quelqu'un qui veut un livre, quelque chose, il pourrait aller sur ma plateforme et puis racheter, même si il a racheté à un prix qui est différent. Mais je sais que c'est une plateforme, c'est un site e-commerce, c'est une vente en ligne, mais qui va vendre tout ce qui est des livres de seconde main. Pourquoi pas? Des livres de seconde main. Donc, ça peut être, c'est pas forcément des livres scolaires, mais oui, des livres scolaires. Là, je te parle et puis tu vois, je me dis, j'ai beaucoup de Bibles, je peux pouvoir donner une Bible. Mais c'est des manuels scolaires. Ça va nous permettre d'échanger les livres entre nous. Tu vois, j'ai mon livre, il est là, il est encore neuf. Donc, on arrive à voir le livre, comment il est assez neuf. Et moi, en tant que parent d'élève, je vois, je n'ai pas besoin d'aller encore acheter. Je n'ai pas forcément le moyen d'acheter un livre neuf. Je peux venir l'acheter là. On va me faire la livraison. Parce que comme moi, il y a beaucoup de parents qui ne sortent pas du bureau, qui restent au bureau, qui n'ont pas le temps d'aller faire des achats. Moi, à la rentrée, c'est ça qui peut me tuer. Aller faire les achats, fournitures scolaires, faire de longs rangs dans une librairie, faire de longs rangs à chercher les livres et souvent on n'en trouve pas. Mais si je suis convaincue que je vais avoir ce même livre de seconde main, là, en bon état, et que je vais l'acheter à moindre coût pour mon fils, ce n'est que pour 9 mois que je rachète, c'est déjà bon. Et quand on finit, on peut me le ramener, me revendre le livre. C'est reconditionné, c'est retraité, on vend, on remet. Ça aussi, c'est des pistes. C'est des choses qu'il faut explorer. Donc, pour moi, c'est une idée. C'est des pistes. Donc, tu peux vendre en ligne des productions locales. Tu peux faire cette petite librairie de vente de fournitures scolaires. Mais pas n'importe lesquelles. Les livres en seconde main. Ce qu'on appelle librairie par terre. Donc, toi, ça va être librairie par terre, mais virtuelle. Tu peux essayer. Tu peux aussi voir... je ne te conseille pas trop des vêtements parce qu'on en vend. Sauf si, et ça c'est un petit truc qui me vient, sauf si tu arrives à vendre nos productions. Tu peux vendre des maillots de bain, par exemple. Tu peux vendre des maillots de bain dans nos pagnes. Les gens en vendent, hein. La diaspora, c'est des choses qui se font. Tu achètes, c'est sur ta plateforme et tu les vends un peu partout à l'extérieur. Nos produits sont prisés à l'extérieur. Mais comment est-ce que tu vas faire pour avoir le meilleur site? Ce qui va m'amener à te poser une question avant qu'on se laisse. Qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient sur ta plateforme au lieu d'aller sur notre plateforme? A contrario, si toi-même tu étais client, si toi-même tu aspirais, pourquoi est-ce que toi-même tu irais sur cette plateforme-là pour pouvoir te procurer ces services? Je te pose cette question pour que tu puisses voir qu'est-ce que tu peux apporter comme plus-value à ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que tu peux apporter comme plus-value à ce que tu veux apporter? Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, mais que je vais répondre en une seconde, en une minute rapide. C'est comment évaluer le budget minimum pour ce projet. Alors, c'est aussi simple que ça. Il faut faire le point de tout ce que ça va engager comme dépense. Déjà, une plateforme, elle va te coûter combien de mettre en place une plateforme? Toi-même, combien est-ce que tu voudras te payer toi-même? C'est vrai que tu travailles dans ta petite maison là, dans ton salon, c'est ta chambre, c'est ton ordinateur. Mais l'ordinateur que tu utilises là,
logiquement, combien est-ce qu'il te coûterait? Tout ce qui va rentrer en ligne de compte pour ta plateforme. Les personnes que tu vas aller voir pour t'aider à rédiger ton plan. Essaie de noter tout ça et puis de voir ce que ça va te coûter en termes de budget. Combien est-ce que quand tu vas vouloir aller voir le CPC ou bien les GAFI ou tout ce que tu veux pour pouvoir te constituer, comment on appelle ça, pour avoir une constitution légale de ton entreprise, combien est-ce que ça va te coûter pour pouvoir avoir ta DFE, pour pouvoir être déclaré. Tout ça, combien ça, il faut que tu arrives à noter tous ces éléments. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Quelles sont les personnes qui vont te venir en aide? Est-ce que tu es développeur toi-même? Tu travailles en communication, mais est-ce que tu es développeur? Si tu ne l'es pas, tu vas faire appel à des développeurs extérieurs. Combien est-ce que ça te revient de pouvoir utiliser ces développeurs-là pour cette plateforme? Tu vas peut-être faire appel tu vas peut-être faire une formation de renforcement de capacité. Donc ça, combien est-ce que ça va te revenir également? Tu vas aller contacter des personnes pour leur demander de t'apporter leurs produits et services que tu vas vendre sur cette plateforme. Donc, tes déplacements, tout ça, tes frais de communication. Ta plateforme, tu vas certainement la breveter parce que peut-être tu vas faire quelque chose d'assez extraordinaire dessus. Tu vas innover. Tout ça, tu dois pouvoir évaluer et puis ça va te permettre de voir un budget minimum. Mais, si ta question est de savoir combien est-ce qu'il me faut pour démarrer, je te dis que déjà le fait d'avoir pensé, d'avoir ton ordinateur, parce que tu as mis quelque part que tu avais un ordinateur. Tu as un ordinateur, tu as une connexion, tu as déjà des petites connaissances, essaie de voir ton entourage, qui dans ton équipe fait du développement, vous pouvez mutualiser les compétences et puis commencer cette entreprise, même étant sur les bancs. C'est possible. J'ai commencé à travailler quand j'étais à l'université. Tu peux aussi également commencer par là. Alors je te dis bonne chance, mais surtout, n'oublie pas de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que les gens viendront sur ta plateforme travailler? Pourquoi est-ce qu'ils auront besoin de ta plateforme expressement? Ça t'amène à penser innovation. Ça t'amène à penser plus-value. Bye bye et à très prochainement pour un autre courrier de l'aide entrepreneur.